Bonjour, ravi de vous retrouver dans le cadre d'une nouvelle présentation télévisée. La dernière présentation était consacrée à la question de la méthode, à la question de la dissertation juridique, et on avait essayé de dire aux étudiants que vous êtes et vous serez évalués non pas uniquement sur le contenu, sur le fond, mais aussi sur la forme. Et c'était l'occasion de vous rappeler que la forme, la méthode, c'est quelque chose de fondamental, de très important en matière juridique. Et une des méthodes fondamentales dans la matière juridique, c'est la dissertation juridique. Et on a vu que la question cruciale qui se pose à cet égard, c'était la question, et c'est toujours la question du plan. Mais un plan, on ne l'invente pas n'importe comment. Un plan, c'est un construit sur la base des données, sur la base des informations que j'ai dans le cadre de mon cours à la faculté. Alors aujourd'hui, nous allons enchaîner par rapport à cette dernière présentation. Aujourd'hui, nous allons faire une application, un exercice pratique de cette dissertation juridique. Donc nous allons poser un sujet et nous allons voir comment on peut trouver les éléments, les différents éléments de l'introduction, de développement au niveau de cette dissertation juridique relative à ce sujet. Alors le sujet que je vous propose justement est le suivant: le fondement de l'impôt. Le fondement de l'impôt, donc on a choisi un sujet de droit fiscal, donc ça peut être droit constitutionnel, droit pénal, droit commercial, etc. Donc on a fait le choix d'un sujet de droit fiscal, le fondement de l'impôt. Alors maintenant, si vous pouvez un peu revenir à vos prises de notes de la dernière fois, et on va partir en voyage par rapport à ce sujet, en passant par les différentes étapes de la préparation de la dissertation juridique. Donc on a dit la dernière fois, la première chose c'est de lire le sujet. Et on va le lire pour deux raisons. La première c'est pour déterminer et localiser, identifier la question posée. La deuxième c'est pour déterminer et encore une fois localiser les parties du cours qui répondent à tel ou tel sujet. Alors dans ce cas, le fondement de l'impôt. Ce que je constate, c'est que le sujet est ouvert. Ce n'est pas un sujet question. C'est-à-dire votre enseignant n'a pas posé la question suivante: quel est le fondement de l'impôt? Non, le fondement de l'impôt. Donc ça serait à moi de reformuler le sujet sous forme d'une question. Donc dans ce sujet, on me demande d'aller sur le fondement de l'impôt. Sur le fondement de l'impôt. Donc je dois traiter le fondement de l'impôt. Je reviens sur mon cours de droit fiscal et je cherche les parties où on a traité, avec l'enseignant, où on a traité la question du fondement. L'impôt, on a vu pas mal de choses sur l'impôt, les définitions, les types, le fondement, la TVA, l'IR, l'IS, on a vu pas mal d'éléments. Mais là, on ne vous demande pas de réciter le cours. Non, on vous demande de argumenter, de faire une démonstration sur le fondement de l'impôt. Donc voilà, j'ai localisé la question. Donc ça, c'est une question relative au fondement de l'impôt. Et deuxièmement, j'ai localisé, ou je vais devoir localiser, où se trouve la réponse à cette question dans le cours. Alors là, je reviens dans mon cours, je me rappelle que lors des séances relatives à la définition, à la compréhension de la notion de l'impôt, on avait défini l'impôt et on avait parlé sur le fondement de l'impôt. L'impôt, c'est un prélèvement opéré par voie de contrainte pour couvrir les charges publiques selon les facultés contributives des citoyens. Pour couvrir les charges publiques selon les facultés contributives des citoyens. Donc c'est ça un peu le fondement de l'impôt. Donc je vais prendre cette partie et je vais l'exploiter dans la réponse à ce sujet. Donc maintenant, sur la feuille de recherche, j'essaie de mettre les éléments que j'ai sur le fondement de l'impôt, tout ce que j'ai retenu sur le fondement de l'impôt, l'intérêt général, les charges publiques, les facultés contributives, etc. Tout ce que j'ai retenu sur le fondement de l'impôt, je vais les mettre. Et par la suite, ce que je viens de mettre sur la feuille de la recherche, je vais essayer de le diviser, le classer sous forme de axes. Ce qu'on avait appelé dans la séance précédente des blocs ou bien des axes qui s'agencent, des blocs qui s'agencent
d'accord, qui s'interpellent. C'est-à-dire, je vais voir, hein, est-ce qu'il y a des rapprochements possibles, des affinités entre certaines informations que je vais mettre sous forme d'un bloc et des affinités entre d'autres types d'informations que je vais mettre dans un autre bloc et ainsi de suite. Alors, en revenant à ce que je viens de mettre sur la feuille de recherche, et bien évidemment en tenant compte de ce que j'ai compris dans le cours à travers les différentes explications du professeur, je me rappelle qu'on avait parlé de les facultés contributives, comme fondement de l'impôt. Alors là, il y a par exemple cette phrase et cette phrase qui sont relatives à la faculté contributive. Donc je vais les mettre dans un bloc. Ça va être une partie. Mais je me rappelle que avant d'adopter la théorie des facultés contributives, il y avait une autre théorie. D'ailleurs, j'ai mis quelques informations ici concernant cette théorie, qui est la théorie de l'impôt contrepartie. Donc, dans ma feuille de recherche, les informations retenues, acquises en relation avec le sujet, vont dans deux sens. Il y a des informations qui traitent le fondement de l'impôt, à savoir la notion des facultés contributives, et il y a des informations qui font du fondement de l'impôt la contrepartie. Donc j'ai deux fondements et automatiquement j'ai deux parties. Mais étant donné que la théorie de contrepartie a précédé celle de faculté contributive, ça va être la première partie. Alors donc je vais aller sur mon plan et je vais mettre première partie, la contrepartie comme fondement de l'impôt. La contrepartie comme fondement de l'impôt. Première partie. Et bien évidemment, les facultés contributives vont être dans la deuxième partie. Les facultés contributives comme fondement de l'impôt. Comme fondement de l'impôt. Alors remarquez, même au niveau du style, il y a un équilibre au niveau du style utilisé. La contrepartie comme fondement de l'impôt, les facultés contributives comme fondement de l'impôt. Donc il y a un équilibre qui frappe aux yeux. Donc ça c'est fondamental. D'accord. Maintenant je vais devoir subdiviser la première partie et subdiviser la deuxième partie. Alors si je reviens sur la première partie, alors la théorie de la contrepartie, alors premièrement, j'ai vu dans le cours que cette théorie a été défendue par un certain nombre d'auteurs, et non des moindres. Donc, je vais parler des partisans. Les partisans de la théorie de la contrepartie. Donc, je n'ai pas assez de place. Les partisans de la théorie de la contrepartie. D'accord? Que je vais par la suite détailler. Et je l'ai déjà sur ma feuille de recherche. Mais je sais aussi que cette théorie a été critiquée, elle a été dépassée, parce que c'est une théorie qui a fait apparaître pas mal d'inconvénients. Grand B, les inconvénients de la théorie de contrepartie comme fondement de l'impôt. Donc il y a un enchaînement logique. J'ai présenté la théorie à travers ses partisans et par la suite j'ai critiqué cette théorie qui est maintenant dépassée, d'accord, et j'ai montré ses inconvénients. Vous voyez cette démonstration, donc je présente des arguments. Il y a des partisans qui étaient pour, maintenant il y a des inconvénients qui sont contre. C'est une argumentation, c'est une démonstration. Bien. Puisqu'on a dépassé sa théorie, on a forgé, on a établi, on a adopté une nouvelle théorie. Un nouveau fondement de l'impôt qu'on appelle les facultés contributives, et c'est le fondement que je retrouve au niveau de la définition très classique maintenant de l'impôt. D'accord. Alors là, au niveau des facultés contributives, alors nous avons deux choses aussi.
peut avoir plus, mais là on peut délimiter notre sujet. Alors, je vais remarquer deux choses. Premièrement, cette notion de faculté contributive, c'est essentiellement une théorie qui a été fondée dans le cadre du mouvement, ou bien du courant de solidarité, le solidarisme. Donc, la solidarité comme fondement de l'impôt. Chacun va payer selon ses facultés contributives. Mais je sais que cette théorie par la suite n'a pas été dépassée, mais on a essayé de l'améliorer, hein, d'accord, je dirais de changer certains de ces aspects qui n'ont pas donné satisfaction. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit les facultés contributives, tous les citoyens sont égaux devant l'impôt parce qu'ils payent selon leurs facultés, mais en payant selon leurs facultés, cela ne réalise pas l'égalité sociale. C'est-à-dire, on réalise une égalité fiscale, chacun paye selon ses moyens, mais lorsqu'on paye chacun selon ses moyens, on ne réalise pas l'égalité sociale. Maintenant, on cherche cette égalité sociale et on a parlé de la mission, ou bien, je dirais, l'option redistributive. La mission redistributive. La mission redistributive de l'impôt comme nouveau fondement de ce même impôt. Donc remarquez cet enchaînement logique, on est passé de la notion de contrepartie qui était la base, le fondement même de l'impôt. Il a été critiqué, puis on a forgé, créé une nouvelle conception, les facultés contributives basées essentiellement sur la solidarité, et on a découvert que l'impôt, malgré cela, n'a pas réalisé l'égalité sociale, ce qui est la chose la plus fondamentale. Donc on a ajouté ce qu'on appelle la mission redistributive. Est-ce que je peux faire une conclusion ou non? Alors rappelez-vous, j'avais dit dans la présentation précédente que une conclusion n'est pas obligatoire, une conclusion est facultative. Mais si j'ai une bonne conclusion, pourquoi pas, je peux la mettre. Alors là, dans ma conclusion, j'ai lu dans le cours que dernièrement, on assiste, bien comme on pourrait assister, pour ne pas être très sûr, on pourrait assister à une résurgence, si vous voulez, une survivance de la notion de contrepartie. Il y a des théories comme la théorie du public choice, la théorie des jeux, la théorie des choix économiques rationnels qui constituent en quelque sorte un retour à la théorie de la contrepartie. Alors, je peux mettre cette information dans la conclusion. Je peux mettre cette information et remarquer cette notion de public choice, etc. n'a pas été citée ni dans le développement ni dans l'introduction qu'on va voir. Donc je vais la mettre dans la conclusion en disant, est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui à une sorte de retour à la théorie de contrepartie d'une manière ou d'une autre? Et voici des théories, la théorie des jeux, la théorie des choix rationnels, du public choice, qui prouvent en quelque sorte un retour à cette théorie de la contrepartie. Ça, c'est mon plan. Donc une fois j'ai terminé mon plan, je peux passer à la rédaction de l'introduction. Juste un petit avertissement, ça c'est pas un plan idéal. C'est pas un plan idéal parce qu'il n'y a pas de plan idéal. Chacun peut avoir son propre plan. Chacun peut avoir sa manière de raisonner. Quelqu'un pourrait dire par exemple, moi je vais m'en passer de la première partie. Je vais parler uniquement de fondements modernes de l'impôt. Et donc je vais passer directement aux facultés contributives. Et je vais mettre ce qui est solidarité en première partie, ce qui est mission redistributive en deuxième partie. À titre d'exemple. Un autre étudiant pourrait réfléchir de la manière suivante. Je vais traiter les facultés contributives en première partie et en deuxième partie, je vais traiter le retour à la théorie de la contrepartie. Public choice, l'économie des choix rationnels, etc. Pourquoi pas? C'est très important, c'est très intéressant. Donc il n'y a pas de réponse idéale, il n'y a pas de plan idéal, il n'y a pas de plan parfait. Le plan, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel sur la base de vos informations, de vos connaissances et sur la base de vos aptitudes d'argumentation et de raisonnement et de synthèse. Donc ça dépend de vous. Donc si vous avez ce sentiment que vous êtes en train d'argumenter, de démontrer, croyez-moi, vous êtes sur le bon chemin. Donc ça c'est un exemple, pas plus, c'est pas un modèle, non c'est un exemple, c'est juste une proposition et on peut la reformuler de différentes manières. Alors, une fois j'ai élaboré mon plan, c'est le plan que je vais proposer à mon enseignant, maintenant je vais passer à la rédaction de l'introduction.
Rappelez-vous, dans le travail préparatoire sur la feuille de recherche, j'ai déjà mis des éléments, j'ai compris c'est quoi la question, c'est quoi le problème posé, etc. Donc ça va énormément m'aider dans la rédaction de l'introduction. Première chose dans l'introduction, une phrase d'accroche, une belle phrase, un stimulus. D'accord? Rappelez-vous, la dernière fois, on avait dit, le stimulus, son objet, c'est de éveiller l'intérêt du lecteur, attirer l'intérêt du lecteur. Donc ça doit être une belle phrase, ça peut être une citation, un élément de l'actualité, un événement historique, un article de droit, bref, vous devez puiser dans votre culture générale. Alors là, je peux par exemple chercher dans ma culture générale une phrase que l'enseignant a citée une fois ou bien que j'ai lue dans un article, dans un journal, etc. et que je peux utiliser pour introduire mon travail. Donc c'est la phrase qui va introduire l'introduction, c'est le début de l'introduction. Alors ma phrase d'accroche, hein, le stimulus qui va stimuler le lecteur, l'intérêt du lecteur, est la suivante. J'ai lu quelque part que le président américain Benjamin Franklin avait dit une fois que dans la vie, il y a deux choses évidentes, deux choses sûres, la mort et l'impôt. Il y a deux choses évidentes dans la vie, la mort et l'impôt. Et je commence par cette phrase. À mon avis, c'est une phrase qui stimule l'intérêt du lecteur, qui attire l'intérêt du lecteur et qui donne l'impression à mon correcteur que c'est que je suis quelqu'un qui a des informations, qui a une culture générale en matière de droit fiscal et de la fiscalité. C'est très important. Donc je commence par ça. D'accord? Le stimulus, pour Benjamin Franklin, avait dit une fois qu'il y a deux choses évidentes dans la vie. Je ne suis pas obligé d'avoir la citation exacte, mais je peux la reformuler, la paraphraser. Donc il a dit une fois qu'il y a deux choses évidentes dans la vie, la mort et l'impôt. Et j'ai l'enchaînement logique. Je vais définir l'impôt. Justement l'impôt, je passe de la définition. La définition des mots-clés du sujet. Alors là, le mot-clé, c'est le mot impôt. Et je dois le définir. Alors là, je reviens à mon cours. L'impôt est un prélèvement obligatoire opéré par voie de contrainte, donc c'est la caractéristique fondamentale de l'impôt, par voie de contrainte, par la puissance publique, pour, alors là je rentre dans le fondement, pour couvrir les charges publiques, l'intérêt général, etc., selon les facultés contributives des citoyens. Voici une définition, une bonne définition de l'impôt. Une fois j'ai défini l'impôt, d'accord, je me pose la question, implicitement, c'est pas la peine de la mettre dans l'introduction, c'est quoi l'intérêt, hein, l'intérêt du sujet. L'intérêt du sujet. En quoi est-il pertinent? Qu'est-ce que ça va vous rapporter, vous le lecteur, vous le correcteur? Qu'est-ce que ça va vous rapporter, la lecture de mon travail? Alors là, je peux dire pas mal de choses. Par exemple, je peux imaginer quelques informations. C'est que lorsqu'on connaît, lorsqu'on maîtrise le fondement de l'impôt, pourquoi je paye l'impôt, ça crée un climat social tendre entre le régime fiscal, entre l'administration fiscale, le fisc, et le contribuable. Ça contribue à apaiser la tension et les litiges et les conflits entre l'administration fiscale et le citoyen. Et puisque je sais pourquoi je paye, ça permet de développer le civisme fiscal. Le civisme fiscal, donc le citoyen qui accepte volontairement de payer sa fiscalité, de payer sa dette fiscale à l'État. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement pourquoi il fait. Hein, il connaît la raison d'être du paiement de l'impôt. Donc ça, c'est l'intérêt du sujet. 4. Là, je passe à la problématique. Alors comme j'ai dit, ça doit flasher dans votre introduction, c'est le cœur de votre introduction. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauter une ligne avant la problématique et une ligne après la problématique. Comme ça, ça va flasher même sur le plan physique, même dans la rédaction de l'introduction elle-même. Comment je vais faire cette introduction? Dans la présentation précédente, on avait dit que la problématique, c'est une phrase interrogative. C'est le sujet tel qu'il est posé, reformulé
d'une manière interrogative. Donc je vais le transformer en une question ou deux. Une question ou deux, mais c'est à peu près la même question que je suis en train de reformuler. Par exemple, dans ce cas, la question de fondement, qui est la question clé, parce que j'ai déjà défini la notion de l'impôt, maintenant je passe au fondement qui est le sujet. Je vais dire, pourquoi acceptons de payer l'impôt? Pourquoi acceptons de payer l'impôt? Alors si je me place du côté du pouvoir, qu'est-ce qui fait que le pouvoir arrive à faire accepter aux gens le paiement de la dette fiscale et le paiement de l'impôt? C'est la même question. Pourquoi j'accepte de payer l'impôt et comment le pouvoir politique arrive à me faire payer l'impôt? Comment il arrive à me convaincre pour payer l'impôt? Ça nous ramène à une question de légitimité fiscale. La légitimité fiscale. Et c'est une partie de la légitimité du pouvoir en général. Donc ça, c'est la problématique. Alors, je peux passer à une délimitation, mais là, le sujet est déjà délimité en deux parties. Il n'y a que deux éléments, donc je ne peux pas aller plus loin. Et là, je passe à l'annonce du plan. Et alors, l'annonce du plan, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est juste une phrase. À la fin de l'introduction, c'est juste une phrase. Ainsi, pour traiter cette problématique, pour répondre à cette problématique, il convient de voir dans une première partie la théorie de la contrepartie. J'ouvre les parenthèses et mis première partie. Avant de voir dans une deuxième partie les facultés contributives. Entre parenthèses, partie 2. Point. Et j'ai terminé mon introduction. Voilà. Tous les éléments ont été respectés et certainement vous avez remarqué, je ne sais pas si vous l'avez fait ou non, mais quand même on a remarqué qu'il y a un enchaînement logique entre les différents éléments. Je rappelle encore une fois, je n'écris pas dans l'introduction petit 1 stimulus, petit 2 définition, non, j'écris pas ça du tout. Je le fais implicitement. Hein? Je vais définir les mots-clés. Non, je passe directement à la définition. Le lecteur comprend automatiquement que vous êtes en train de définir. Lorsque je pose des questions, je comprends automatiquement que vous êtes en train de poser une problématique. Donc ce n'est pas la peine de mettre ça dans l'introduction. Il ne faut pas le faire d'ailleurs. Il ne faut pas le faire. Donc ça c'est mon introduction. J'espère qu'elle est acceptable. Alors une fois que j'ai terminé mon introduction, je passe à la rédaction de mon plan. Et je vais mettre les différents éléments. Alors je passe à la première partie ici. Et je peux mettre entre la première et le grand A, rappelez-vous la dernière fois, on a dit que c'est presque interdit, formellement interdit, d'avoir deux intitulés qui se suivent. Donc il faut les séparer. Alors je vais mettre entre la première partie et la grand A, donc ici, je vais écrire quelques phrases, ne serait-ce qu'une phrase, introductive, hein, une transition. Dans cette partie, nous allons voir les partisans de la théorie de la contrepartie avant de voir les inconvénients de sa théorie. Bah, généralement, on dit qu'il faut éviter les nous, le je, bah, on peut dire plus ou moins en, etc. Alors, on va voir et puis on va voir grand A, grand B. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le chapeau. D'accord, on n'écrit pas chapeau, non, c'est une phrase qui joue le rôle de chapeau. Pareil ici, entre le 2 et le A. Ici, il faut un autre chapeau. D'accord? Et maintenant, je rentre sur A et je détaille. Par exemple, parmi les informations que j'ai, c'est que parmi les grands partisans de la théorie de la contrepartie, il y avait un certain Montesquieu et un certain, je crois, Jean-Baptiste Say, aussi, qui était en faveur de la théorie de la contrepartie et qui considère que l'impôt, c'est la contrepartie, c'est le prix des services rendus par l'État. Donc c'est un donnant-donnant, c'est un échange entre l'État et le contribuable. Bon, c'est un long débat, j'ai tout ça dans le cours, moi je suis en train d'orienter votre réponse. Et puis on a vu que sa théorie a été dépassée parce qu'il comporte pas mal d'inconvénients. Pas mal d'inconvénients, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des services qui n'ont pas de prix. Prenons le cas de la sécurité par exemple, l'enseignement, la culture, les beaux-arts, les jardins, l'environnement. Ce sont des éléments qui n'ont pas de prix, qu'on ne peut pas estimer. Une estimation pécuniaire, c'est difficile, voire impossible. Donc on ne peut pas imaginer un prix entre le contribuable et l'administration fiscale. Alors pour plusieurs raisons, il n'y a pas que ça, on a dépassé sa théorie et je passe à la nouvelle théorie, les facultés contributives. Alors là, je parle du chapeau, que c'est la théorie qui a remplacé la première et son objet c'est que
elle apporte un nouveau fondement à l'impôt. Les citoyens payent selon leurs facultés contributives. Ce n'est pas un échange, ce n'est pas un donnant-donnant entre l'État et le contribuable. Ce n'est pas le prix des services rendus, non, c'est une contribution du citoyen à l'intérêt général, à la couverture des charges publiques et à la couverture des charges relatives à l'intérêt général. Voilà pourquoi je paye l'impôt. Donc c'est une contribution de solidarité à l'intérêt général et aux charges d'intérêt général. Alors là, je vais l'écrire dans la grand A. Grand B, quand même, cette contribution aux charges d'intérêt général permet de mettre les citoyens sur un pied d'égalité par rapport à l'impôt. Nous sommes égaux devant l'impôt. Mais est-ce que cette égalité devant l'impôt a généré, a créé une égalité sociale? Maintenant, l'égalité sociale devient une obligation. Il faut utiliser l'impôt comme moyen de réaliser cette égalité sociale. On parle de la mission redistributive de l'impôt. Et cette mission redistributive sous forme d'exonération, mais surtout sous forme de services collectifs en faveur des citoyens, notamment les citoyens démunis. Voilà, j'ai rédigé mon travail et une conclusion. Toutefois, dernièrement, on peut dire qu'on assiste à un retour des théories classiques de la contrepartie. Et je peux citer l'exemple du public choice, l'exemple de la théorie des jeux, l'exemple de l'économie des choix rationnels, où de plus en plus, on dit que le citoyen doit payer, mais en fonction de ce qu'il reçoit de l'État sous forme de service. Voilà, j'espère que cet exercice pratique vous a été utile. J'aimerais insister encore une fois que ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle, c'est juste une petite expérience, c'est juste un petit exemple qu'on peut reformuler. L'objectif n'était pas de vous donner une manière parfaite de répondre. Non, une manière parfaite n'existe pas, mais c'est juste de vous dire, voici les démarches, voici la technique qu'il faut utiliser pour pouvoir répondre à un sujet de dissertation juridique. Alors sur ce, je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt, Inch'Allah.